Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui sont en hausse avec même un nouveau plus haut de l'année, un nouveau plus haut depuis 1 an pour le CAC 40 à plus de 5870 points. Des marchés qui progressent entre 0,5 et 1% à mi-séance en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez la très bonne tenue du secteur automobile aujourd'hui, une des vedettes de ce début d'année 2021. Renault est en tête du CAC et Stellantis brille également après la première publication pour le nouvel ensemble fusionné. Peugeot, PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler bien sûr, rebaptisé Stellantis depuis quelques temps. Stellantis qui offre des perspectives intéressantes au marché en termes de rentabilité avec une prévision de marge d'exploitation de 5,5 à 7,5% cette année. Et puis sur le front sanitaire, c'est l'heure des Freedom Days. Le Royaume-Uni a déjà communiqué sur une réouverture complète de l'économie au plus tard le 21 juin prochain. On peut même imaginer que le calendrier pourrait être accéléré si la situation se déroulait sans encombre. Réunion aujourd'hui entre Angela Merkel et les patrons des différents lenders pour voir comment il est possible d'ajuster peut-être certaines mesures et d'élaborer là aussi peut-être une trajectoire en vue d'une réouverture des économies et des services, notamment en Allemagne. Et puis l'emblème américain avec l'État du Texas, le deuxième plus gros État américain en termes de population, près de 30 millions de Texans vont pouvoir à nouveau goûter aux joies des restaurants, des bars, des cinémas le 10 mars prochain, puisque le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, a annoncé qu'il levait dès aujourd'hui la recommandation de port du masque obligatoire contre l'avis des officiels de santé publique, il faut bien le dire, qui estiment qu'il est important de ne pas se relâcher dans cette phase jugée encore critique de l'épidémie. Mais le Texas, qui a connu la double peine avec la pandémie bien sûr, et puis la récente tempête et le blackout qui a mis à mal encore un peu plus les activités économiques, a très envie de rouvrir. Et donc le 10 mars prochain, tous les business pourront rouvrir à 100% de leur capacité. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de l'État du Texas hier soir. Et le CAC qui s'installe au-delà des 5800 points. Les infos clés de marché à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40, une tendance portée par l'accalmie du côté des rendements obligataires mais renforcée par les perspectives du plan de relance aux États-Unis ainsi que par l'accélération des vaccinations. En matière de rendement obligataire, tout d'abord, ceci reste stable aujourd'hui. Le taux à 10 ans américain reste aux alentours des 1,45% tandis que le taux à 30 ans progresse légèrement aux alentours des 2,25%. Des niveaux qui attisent un peu moins les craintes des investisseurs alors que Laëlle Brainard, une des économistes du Conseil des gouverneurs de la Fed, a estimé publiquement que la remontée des taux obligataires aux États-Unis était de nature à repousser les éventuelles réductions de montant de rachat d'actifs de la Fed. En France, on notera que l'OAT à 10 ans est à un niveau comparable à la séance d'hier, à savoir aux alentours de moins 0,07%. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours en matière de plan de relance. Après le vote de la Chambre des représentants, le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les Républicains. Ces derniers devraient proposer de revoir à la baisse le montant des allocations chômage actuellement prévu à $400 par semaine. Ils devraient également proposer de limiter l'accessibilité aux chèques de $1 400 que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Et on se souvient également de l'augmentation du salaire minimum qui, selon la conseillère juridique du Sénat, pourrait ne pas pouvoir entrer dans le vote de réconciliation budgétaire prévu. Sur le front sanitaire, les investisseurs accueillent favorablement l'annonce de Joe Biden selon laquelle les États-Unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. En France, les vaccinations devraient normalement s'intensifier également alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars, puis 14 millions de doses supplémentaires au mois d'avril. Du côté des statistiques à présent, les secteurs des services continuent de reculer au mois de février dans les principales économies de la zone euro. Pour l'ensemble de la zone euro, celui-ci progresse cependant légèrement, porté par des contractions moins fortes que prévues dans des pays comme l'Espagne ou encore l'Italie, tandis que le secteur des services continue à reculer en France et en Allemagne.
Cumulé avec l'activité manufacturière, l'indice PMI composite ressort en progression de 1 point au mois de février en zone euro à 48,8 points, tandis que l'activité du secteur privé recule légèrement en France à 47 points contre 47,7 un mois plus tôt. L'Allemagne réussit de son côté à afficher une légère progression de 0,3 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Stellantis, issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler, annonce viser une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Une projection dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de nouveaux confinements importants liés au coronavirus. Dans le détail, Peugeot et Fiat Chrysler dépassent leurs objectifs malgré une année en net recul. Le bénéfice opérationnel de Peugeot recule d'un peu plus de 40%, tandis que celui de Fiat Chrysler recule, lui, d'un peu moins de 60%. Stellantis qui se félicite cependant de sa solidité financière et versera cette année un dividende de 0,32 € par action. Dans son sillage, Renault progresse et prend la tête du CAC 40 à la mi-journée. On notera également que Eramet voit son principal actionnaire, la famille Duval, demander le départ de sa PDG actuelle, Christelle Bory. Et on notera également que Schneider Electric annonce avoir signé un protocole d'accord pour un investissement minoritaire stratégique de 30% dans la société Uplight. Uplight, un éditeur de solutions SaaS dans le domaine électrique. Et on finit ce point à la mi-journée avec le pétrole qui oscille entre les 63 et les 64 $, alors que les membres de l'OPEP discutent actuellement d'une éventuelle augmentation de la production au mois d'avril. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève pour entamer cette édition Smart Bourse de la mi-journée, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Message très fort envoyé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, hier soir. Le Texas, un des États emblèmes des États-Unis, près de 30 millions d'habitants. Le Texas va donc rouvrir toutes ses activités à 100% le 10 mars prochain. C'est un symbole fort, John. Oui, c'est très très fort et on voit pour plusieurs raisons. La première raison, vous l'avez dit, c'est un des 3 États les plus peuplés aux États-Unis, donc c'est pas une mince affaire. La deuxième chose, c'est que le gouverneur va à l'encontre de ce qu'a préconisé le président Biden. Je vous rappelle le port du masque pendant au moins 100 jours. Et après, on voit que cette réouverture immédiate le 10 mars devrait être un signe pour d'autres États. Alors maintenant, ce qu'il faut faire attention, quand même, Grégoire est rappelé, c'est qu'on a plusieurs entreprises, des grandes entreprises comme Target et d'autres entreprises informatiques qui sont au Texas qui ont dit qu'elles laisseraient les masques aux personnes qui travaillent dans leurs usines notamment, pour respecter ce que voudrait le gouvernement américain. Et puis, dernière chose, et vous l'avez dit en préambule, Grégoire, c'est qu'il faut se souvenir que le Texas a connu une tempête de froid extrême ces dernières semaines, qui a mis à mal aussi l'économie texane. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un pari qui est fait non pas sur la question sanitaire, mais plutôt sur le redémarrage de l'économie, puisque cette économie a été frappée, comme je l'ai dit, par le froid, mais évidemment aussi par les restrictions liées au coronavirus. Mais le message est très fort, effectivement, Grégoire. Bon. Peut-être que ça va trop vite. En tout cas, il faut noter quand même que globalement, le calendrier de vaccination aux États-Unis va beaucoup plus vite que prévu, puisque Joe Biden estime que tous les adultes américains auront accès au vaccin d'ici la fin du mois de mai. C'est 2 mois plus vite que ce qu'on imaginait précédemment, John. Là aussi, on va avoir des dates de réouverture. C'est pour ça que l'exemple du Texas est intéressant, mais on va avoir sans doute des dates de réouverture un peu plus précises très rapidement pour d'autres États américains. Tout à fait, exactement. C'est le signal qui est donné. Et, il faut voir que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est absolument extraordinaire, mais c'est dans 2 mois. Donc on imagine que dans 2 mois, tout le monde sera vacciné aux États-Unis, en tout cas les adultes. On a vu qu'en Grande-Bretagne, pays qui avait été moqué de la part des médias européens, on est aussi dans cette dynamique extrêmement forte. Et donc on voit que l'économie américaine, comme ça a été le cas par le passé, devrait redémarrer beaucoup plus vite que l'économie européenne, ce qui justifie, si on le regarde, et c'est un des parallèles qu'on peut faire, la progression du dollar actuel, parce
parce que vous avez des anticipations qui sont très fortes sur ce redémarrage de l'économie qui devrait se faire avant celle en Europe, puisque on sera très en retard et fin mai, il est bien évident qu'on n'aura pas vacciné tous les adultes, c'est sûr. Bon, c'est intéressant de noter, vous parliez du dollar, le raffermissement du dollar qui n'empêche pas la hausse des matières premières. Ça, c'est intéressant, John. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc très fort qui se passe derrière la progression des matières premières. Toutes classes confondues, l'énergie, les métaux industriels. Alors, on peut mettre peut-être l'or de côté, qui a un peu baissé depuis le début de l'année, mais l'alimentaire également, les matières premières agricoles, tout monte malgré un dollar qui reste ferme. Que se passe-t-il sur les matières premières ? On voit l'idée d'un super cycle qui commence à fleurir, John. Ah oui, exactement. Vous l'avez dit, Grégoire. Tout le monde parle du super cycle. Tout le monde parle du super cycle en argumentant que c'est parce que le prix du baril monte. Vous l'avez dit, il y a plein de matières premières qui montent parce qu'il y a une forte demande. Mais il faut faire attention à ce terme super cycle parce qu'il faut rappeler que depuis le début des années 1900, il y a eu 4 super cycles. Le premier, à la fin du 19e siècle, c'était l'industrialisation des États-Unis. Après, vous avez eu le réarmement avant la Seconde Guerre mondiale. Après, vous avez eu la réindustrialisation de l'Europe et du Japon. Et puis, à la fin des années 90, eh bien, vous avez eu une série d'importantes réformes en Chine. Alors, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation pareille? J'en suis pas certain. Il ne faut pas oublier que les super cycles durent normalement entre 10 et 20 ans, voire plus. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est à l'entame d'un super cycle, vous pouvez toujours attendre un peu en voyant venir, je dirais, et en investissant dans cette matière première, dans ces matières premières dont on aura besoin, dont auront besoin les pays. Et aujourd'hui, on n'en est pas certain. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on compare au dernier cycle, donc c'est ce que je disais, les réformes en Chine, eh bien, on peut voir que ce super cycle serait alimenté par les demandes de plusieurs pays, c'est-à-dire la poursuite des réformes en Chine, eh bien, le plan de relance en Europe, les 750 milliards d'euros, et aux États-Unis, une série de mesures, dont les 1900 milliards de dollars que propose Joe Biden, et après, potentiellement, une réforme de l'infrastructure. Donc, potentiellement, c'est là, mais il faut faire très attention à ce titre, Grégoire, parce que je le vois noté dans tous les journaux, et on confond super cycle et cycle de hausse des matières premières. Donc, il faut faire attention. Bon, à propos de cycle, que peut-on dire du cycle des valeurs technologiques, autrement dit les GAFAM sur le marché américain, John? Est-ce qu'il faut, pour quelque temps, pour l'année 2021 au moins, se dire que les GAFAM ne seront plus le moteur de performance qu'elles ont pu être au cours des années précédentes? Ma réponse est oui, c'est clair. On a vu que l'année passée, les GAFAM, comme vous le disiez, représentaient près de 25% du S&P. Eh bien, là, on va voir que c'est plus le moteur. Il faut faire quand même très attention, Grégoire, parce qu'on a vu que dans la publication des résultats de ces entreprises, les publications étaient très bonnes encore. Donc, on voit qu'il y a de la demande derrière. Et on voit que ce n'est pas une thématique qui est en train de s'essouffler. C'est une thématique qui est en train de s'essouffler dans cette rotation cyclique qu'on a. Mais avant-hier, lorsque Apple a progressé de 5%, eh bien, on avait vu que le stock, l'action avait baissé depuis ses plus hauts de 15%. Donc à un moment, il faut faire un peu attention. Et il y a une dernière chose qu'il faut aussi regarder là, c'est qu'on a vu hier, par exemple, que Tesla, Facebook et Apple, hier soir, ont baissé assez fortement aux États-Unis. C'était dû à la liquidation de certains hedge funds qui avaient été pris dans cette embuscade des achats. Des fameux short squeeze et en fait on voit que la première chose sur laquelle on se défait, c'est les entreprises qui ont gagné le plus l'année passée et donc les fameuses GAFA. Merci beaucoup, John. Merci pour vos remarques et vos analyses du jour. John Plassard avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie.
Et poursuivons cette discussion de marché sur le thème américain avec Éric Lafrenière qui est à mes côtés en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Bon, il y a plein d'angles d'entrée possibles pour évoquer la situation américaine. Je veux qu'on parle des taux évidemment parce que c'est vrai que le mouvement de taux qu'on a vu en fin de semaine dernière, qui s'est calmé depuis, je le rappelle, a quand même marqué les esprits. On avait l'idée d'un lower for longer pour les taux contrôlés par les banques centrales. Cette idée-là semble être un peu écornée aujourd'hui. Et ma question, c'est, on est dans un scénario jusqu'à présent de normalisation graduelle, en douceur de l'économie et des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui peut nous faire basculer dans un scénario alternatif d'emballement? Est-ce que c'est un scénario de risque là qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, Éric? Donc déjà nous, on avait déjà anticipé cette hausse des taux. On avait connu au mois d'août un point bas autour des 0,6. On a clôturé l'année autour des 0,9, ce qui nous avait fait progressivement dans nos allocations augmenter le poids des financières, parce qu'on voyait bien cette pontification de la courbe qui est favorable aux financières. Et deuxièmement, comme l'arrivée du vaccin au mois d'octobre était un élément positif pour la réouverture de l'économie, on voit aussi des reprises de provisions côté financière. Donc le niveau de taux en soi, pour moi, n'est pas aujourd'hui vraiment le problème. La problématique est la vitesse à laquelle la progression a été depuis la fin de l'année, donc de 0,9 à 1,61, je crois, la semaine dernière. Et c'est ça qui est plutôt le risque. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que cette accélération la semaine dernière, elle a été faite alors qu'on a pu voir des baisses des anticipations d'inflation aux États-Unis. Donc elle est plutôt due à des raisons saines, ça veut dire qu'on anticipe une très forte croissance économique aux États-Unis. Et ce qu'il faut regarder, je pense avant tout, c'est plutôt la progression des taux réels. Oui. Et donc on l'avait vu en 2013, on en parlait tout à l'heure, on a eu les taux réels qui étaient négatifs, qui étaient passés de façon positive, progressivement, et qui avaient entraîné une forte progression des marchés actions, je crois de l'ordre d'environ 28% sur le S&P, et surtout une forte surperformance des valeurs cycliques pendant cette phase. Le bémol ou la différence par rapport à maintenant, c'est que les niveaux de valorisation en 2013 étaient largement inférieurs à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc bien entendu, il faut surveiller les taux. On l'a vu, on en parlait également tout à l'heure, la Fed est plutôt très assez communicative sur le fait qu'elle pourrait tolérer un passage au-dessus des 2% de façon temporaire. Sur l'inflation? Sur l'inflation, tout à fait. Donc, qu'elle serait prête à tolérer. Donc, si on avait une accélération de l'inflation, on pourrait dépasser les 2% et toujours maintenir ces mesures accommodantes. Donc, elle a été claire dans ce discours. Donc, je pense qu'elle va continuer de l'être. Donc, ça devrait quelque part rassurer les marchés. Ce qu'on a besoin aujourd'hui pour que les marchés continuent de progresser, c'est une consolidation un petit peu sur les niveaux actuels, un niveau 1,30, 1,50, que les taux se stabilisent un petit peu. Un peu, effectivement. Oui. Mais vous dites, c'est pas une hausse de taux qui est contre-productive ou qui est de nature à menacer structurellement la performance du marché action. Il y a même plutôt une corrélation positive entre les taux, la remontée des taux et les performances du marché action, notamment sur la partie cyclique, value. Si les taux ne s'accélèrent pas trop rapidement, si on y va progressivement, c'est ça qui est important et aussi c'est le message de la Fed. On en parlait également tout à l'heure. En 2018, on était sur un scénario où la Fed communiquait très clairement sur un durcissement de la politique monétaire. Il faut rappeler, mais juste parce que 2013-2018, ce sont les dernières grandes séquences où la Fed a tenté ou réussi en partie à réduire sa dose d'assouplissement monétaire. Donc 2013, c'était on va réduire les achats d'actifs. 2018, on essayait d'enclencher un cycle de hausse de taux, alors qui a été un peu avorté. Il y en a eu 2 ou 3, je crois, peut-être en 2018. Mais à chaque fois, ce sont des séquences de durcissement ou de volonté de durcissement de la politique monétaire. C'est pour ça que ce sont des séquences qui sont intéressantes. Et effectivement, et tout le monde attendait une hausse des taux en décembre, et celle-ci ne s'est pas matérialisée, et le marché a paniqué, parce que justement la Fed a changé son discours de façon un peu inattendue. Donc là, il ne faudrait pas qu'on arrive dans ce scénario-là aujourd'hui. On communique sur vraiment une tolérance d'accélération de l'inflation de façon temporaire, et il ne faudrait pas qu'on ait une surprise de ce côté-là, mais ce n'est pas notre scénario aujourd'hui. Non, mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire que pour la Banque centrale et pour Powell, le risque est des deux côtés. C'est-à-dire se montrer trop laxiste trop longtemps encore, c'est peut-être occulter tout le phénomène de reprise quand même qui va se matérialiser. Et
Et laisser faire ce mouvement de taux, c'est aussi peut-être prendre le risque de libérer des anticipations dans le marché qui pourraient à un moment être négatives aussi. C'est le risque est des deux côtés. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr. Et par contre, ce qu'il faut aussi garder, donc on parle beaucoup du plan de 1900 milliards qui doit être adopté par le Sénat, renvoyé en Chambre et ensuite validé par M. Biden. Mais ce sont quand même des effets temporaires. Ça va durer quelques semestres, mais ce n'est pas durablement que ça va avoir un impact sur la croissance américaine. Ensuite, bien entendu, notre collègue en parlait tout à l'heure, sur un plan d'infrastructure, ça sera le prochain élément je pense, de relance aux États-Unis. C'est important pour créer de l'emploi et redynamiser les routes, les aéroports, les infrastructures au sens large. On n'a pas eu de grands plans depuis Eisenhower aux États-Unis. Donc c'est important de continuer et de passer ensuite à cet élément. Et vous dites, parce qu'on n'a pas eu de grand plan d'infrastructure depuis Eisenhower et que tous les derniers présidents en ont parlé sans jamais l'avoir fait, est-ce que ça nous dit qu'il y a plus de chances que ce plan soit fait aujourd'hui sous le mandat Biden, ou est-ce qu'au contraire c'est une histoire qui pourrait se répéter à nouveau avec l'administration en place aujourd'hui? Les conditions sont un peu idéales aujourd'hui pour procéder à ce plan, et ensuite il y a vraiment, pour pouvoir retourner au plein emploi, il va falloir avoir ce type de mesures. Là, les mesures que l'on met en place aujourd'hui, c'est pour permettre aux consommateurs américains de tenir jusqu'à l'ouverture. Une fois qu'on va réouvrir l'économie, pour redémarrer la croissance et réduire le chômage, il va falloir un plan vraiment de dépenses domestiques aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, Eric, tout le monde était baissier dollar en début d'année. J'entendais même, alors on parlait de super cycle de matières premières, j'entendais même super cycle de baisse du dollar, dédollarisation du monde. Bon, force est de constater qu'à ce stade, le dollar n'a pas tant baissé que ça contre l'euro et contre un certain nombre de devises également. Depuis le début de l'année, contre l'euro, on doit être en hausse d'environ 1,60 sur le dollar. Le débat est vraiment ouvert et on sait que les marchés actions sont difficiles à prédire. La devise l'est encore plus. C'est pire. On voit qu'on va avoir une croissance a priori relativement forte aux États-Unis, peut-être dès le Q2 et certainement sur le S2 aux États-Unis. Donc c'est un élément favorable au dollar. À côté de ça, on va avoir des déficits qui vont se creuser. On a un fiscal cliff qui va arriver en 2022, donc ce sont des éléments importants à tenir en compte. Mais effectivement, on voit de plus en plus de scénarios s'inverser. On avait des fins d'année 1,25, 1,30 et maintenant on revoit du 1,20, 1,15 dans les analyses. Nous, chez Richelieu, on est légèrement baissier, voire stable sur le dollar. C'est un peu notre scénario aujourd'hui sur le dollar. Bon, dollar, effectivement, qui a plutôt eu tendance à se raffermir depuis le début de l'année face à un ensemble de devises et notamment face à l'euro. Sur les marchés actions, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Eric? Vous le disiez déjà d'un mot, mais on peut peut-être prolonger un peu la discussion. Les financières, c'est quelque chose que vous avez mis en place dans les portefeuilles dès l'annonce des vaccins et de l'efficacité des vaccins en fin d'année dernière, avec ce mouvement de taux qui commençait. On avait commencé un petit peu avant, parce qu'on était largement sous-pondéré, donc on avait commencé au mois de mai à mettre un orteil dans le secteur, un petit peu en septembre, mais on a vraiment accéléré au mois d'octobre. Aujourd'hui, on a à peu près 5-6% de plus de financières que notre indice, qui est le S&P, le stock 500 USA, mais qui est similaire au S&P. Donc on a fortement donc augmenté le poids, en favorisant par contre vraiment des banques exposées au crédit. Aux États-Unis, on en parlait, Capital One, qui est une banque qu'on aime bien, et aussi Santander Consumer USA, qui a une histoire aussi, dont Santander détient 80%, et il y aurait vraiment un intérêt pour eux d'aller chercher les 20% restants. Il y avait des problématiques liées à la Fed. Une a été levée récemment, donc pour Santander, de pouvoir intégrer complètement la banque dans son bilan au niveau de ses ratios serait un élément assez favorable. Donc je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver avec le temps. Mais c'est intéressant, c'est pas les banques de Wall Street qui vous intéressent, c'est les banques on en a aussi. Ouais, je comprps, mais c'est quand même l'idée de l'activité réelle. Oui, l'activité réelle du consommateur. On joue cette ouverture et cette demande de crédit et surtout ces reprises de provisions de ces banques. Bon, au-delà du secteur financier, quels sont les dossiers concrètement qui vous intéressent pour jouer cette idée de la réouverture? Là aussi, on le signalait, mais les États-Unis vont peut-être rouvrir 2 mois plus tôt que prévu. Ce qui est quand même considérable. Enfin, je veux dire, une fois que l'économie américaine sera pleinement rouverte, alors avec des États effectivement qui géreront peut-être les situations de manière différente, ce sera quand même un paysage considérablement dégagé d'une certaine manière. Tout à fait. Donc le fonds que je gère a une poche cœur qui est basée sur les sociétés qui ont une capacité à croître le dividende dans le temps.
Donc ça, c'est l'approche cœur. Et ensuite, on est multithématique. Donc l'année dernière, effectivement, on était très digital, très changement de mode de consommation. Aujourd'hui, donc, on joue cette quantification de la courbe, la réouverture de l'économie, donc via les financières, mais aussi via des sociétés qu'on avait entrées en portefeuille avec l'arrivée du vaccin, style Cineplex, qui est le Canadien comparable à Kinépolis, à l'exception qu'ils ne détiennent pas nécessairement les murs, sur lesquels on a eu des événements positifs. On a eu une renégociation des covenants, on a eu une émission obligataire qui s'est plutôt bien passée. Donc on anticipe cette réouverture du cinéma. Et même si on a la montée en puissance du streaming et tout ça, on pense qu'il y a quand même encore une volonté du consommateur de sortir, d'aller avoir l'expérience du cinéma sur grand écran. C'est un point clé, ça reste vrai. Ça. Les schémas de consommation de demain seront-ils encore identiques à ceux d'avant? J'ai en tête aussi ce que disait le patron d'AB InBev sur la bière. Rien à voir avec les cinémas, quoique, je ne sais pas, on peut peut-être consommer dans certains cinémas aux États-Unis de la bière, si je dis pas de bêtises. Et du vin même au Canada. Mais il disait, les buveurs de bière ont acheté leur bière en ligne et l'ont consommée à la maison. Et il est convaincu, le patron d'AB InBev, plus grand brasseur mondial, que une partie de ce schéma de consommation perdurera à l'avenir. Bien sûr que les modes de consommation vont éventuellement changer, mais on est sur des niveaux de valorisation sur des boîtes comme Cineplex, qu'aujourd'hui, quand on va avoir une réouverture, et vous parliez de consommation d'alcool, mais Cineplex a au Canada une offre un peu premium. Ce sont des cinémas qui sont réservés que aux adultes, où on a une offre de nourriture, on a une offre d'alcool, donc avec des marges plus importantes, bien entendu, sur toute cette partie qui vient en plus du ticket de cinéma. Et je pense qu'il y aura quand même une certaine demande. Peut-être qu'on retrouvera pas exactement les niveaux de demande qu'on avait dans le passé, mais il y aura un redémarrage de ces activités. On a aussi Marriott International et les chaînes d'hôtellerie qu'on a commencé à mettre dans les portefeuilles. Et là aussi, c'est la même idée. Peut-être que tout le business travel ne reviendra pas, mais il y aura quand même le tourisme et d'autres. Oui. Le business travel ne reviendra pas comme il était avant, mais une partie reviendra et les gens auront envie de voyager. On le voit, c'est de partager, de pouvoir voyager, voir autre chose, ça reste un besoin de l'être humain et ça redémarrera. Et quand on regarde les niveaux de valorisation aujourd'hui, c'est bien entendu intéressant. Après, pour les infrastructures, parce qu'on en parlait, ce plan de relance, donc on a aussi un poids assez important sur Caterpillar, qui est bien exposé à cette thématique, surtout partout dans le monde. Et on a d'autres boîtes un peu plus spécifiques, style Avery Dennison, qu'on a. Et dans les matériaux, on a du Tronox, on a du Chemours, pour jouer aussi les matériaux, parce que ça fait partie de ce cycle économique. Bon. Et du coup, si on regarde en miroir la tech, les grandes valeurs tech américaines, là aussi, ça fait un moment que vous avez réduit les positions, vous êtes même sous-pondéré. Fortement. Fortement. Vous comptez rester sous-pondéré fortement pendant encore combien de temps, Eric ? Écoutez, aujourd'hui, dans les techs, on a plutôt des boîtes de la vieille tech. On a du Texas Instruments, on a du Intel, des boîtes un peu classiques. On n'a plus du tout de GAFAM ou de FANGs. Bien entendu, il faut regarder, votre collègue en parlait, Apple a sensiblement baissé depuis les points bas. On reviendra parce que structurellement, ce sont des tendances qui sont là pour le long terme. Moi, je surveille parce que moins sur les FANGs, mais sur les boîtes de tech à forte croissance, les plus petites, on va avoir qui ont vraiment bénéficié de ces éléments de digitalisation, du work from home. On va avoir des comparables assez compliqués sur le Q1 et sur le Q2, où on a vraiment vu cette forte accélération. Je regarde, bien entendu, je cherche des points d'entrée pour réduire un petit peu la sous-pondération, mais ça risque de venir plutôt en amont du Q2 ou dans le Q3. Mais c'est peut-être la fin d'un super cycle pour les grandes GAFAM. L'idée qu'elles vont reproduire autant de performances et de poids dans la performance totale du marché américain que ce qu'elles n'ont fait ces dernières années, c'est compliqué à imaginer aujourd'hui. Je pense qu'il faudra être sélectif dans sa sélection. Après, Apple, je n'en ai plus, j'en ai eu longtemps, j'en ai plus, ça reste quand même une très belle boîte. Je lisais une note très intéressante par rapport au marché automobile et Apple récemment d'un de nos partenaires de recherche américains. Il y a un marché adressable important. Il faudra voir comment on ne peut pas ignorer et dire qu'on va complètement sortir. Il faut s'adapter, le marché évolue tous les jours. Aujourd'hui, on n'en a pas. Je ne pense pas qu'on en aura dans les semaines à venir, mais il faudra évoluer et suivre, et il y a toujours des nouvelles histoires. On est toujours dans un marché d'innovation, donc il faut vivre avec l'évolution de notre marché, et notre poche multithématique nous permet vraiment d'aller sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu nous voir à la mi-journée dans Smart Bourse aujourd'hui. Eric Lafrenière, gérant action américain, gérant action US chez Richelieu Gestion. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.